Salut tout le monde, juste avant qu'on commence, comme d'habitude, je vais vous donner 2-3 nouvelles, 2-3 news de où j'en suis. J'ai toujours un jeu de rôle de Noël, si jamais vous êtes comme moi et que les deux choses que vous préférez dans la vie c'est le catch et le jeu de rôle, et ben j'en ai sorti un de Noël sur Etsy, t'as moins 25% avec le code GIDRE, vérifie dans la description, t'as toutes les infos, t'as tout ce qu'il te faut. J'espère que vous avez regardé et aimé Full Gear comme moi. Si jamais non, je vais pas le traiter sur cette chaîne-là, déjà parce que ça a été fait par des youtubeurs catch un peu plus gros que moi, étant donné que je me suis lancé il y a quelques semaines. Du coup, je pense que ça ne servira à rien parce que j'ai rien à ajouter aux 2 vidéos qui sont sorties sur YouTube. Du coup, on va passer directement au Dynamite de cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est quelqu'un d'autre ça. Cette semaine à Dynamite. Bon, ça commence par un gros et beau résumé de Full Gear avec la musique qu'il y avait dans les clips d'annonce, donc ça rend quelque chose de très bien. On ouvre, on clôture la chose, Full Gear c'est bon. On va le voir souvent pendant le show, on va pas mal être dans des répercussions de Full Gear, ça va être surtout ça qui va se dérouler ici. On va beaucoup parler de Full Gear, mais bon, ça me paraît normal, c'est le premier épisode juste après, comme le premier épisode juste avant, on en a beaucoup parlé. Mais on ne va pas rester que sur ça, et va bien évidemment y avoir le Continental Classic. Continental Classic, il faudra que je pense à mettre les 2 tableaux ici. Donc le Continental Classic, je l'ai sous les yeux parce qu'il y a beaucoup de noms. En gros, c'est un tournoi et le gagnant gagne une ceinture. La ceinture, tu l'as toute l'année, tu la défends, etc. Celui qui a la ceinture au début du prochain Continental Classic, il est directement dedans. Et avec, il y a à peu près il y a plein de catcheurs qui ont un bon momentum. Pour la plupart. Alors là, je regarde, il y a 2 ligues. Il y a la Ligue Gold avec Darby Allin, Castiglioni, Will Ospreay, Ricochet, Brody King et Commander. Commander qui a eu pas mal de matchs ces derniers temps, il en a beaucoup perdu, mais toujours dans des matchs très disputés. Et le public l'adore, il continue à bien marcher avec le public. Et je crois qu'il a quelques victoires du côté de Rampage et de la ROH, il me semble. C'est des gens qui ont déjà fait des matchs ensemble, c'est des gens qui feudent bien ensemble. Il y a pas mal de matchs qu'on n'a jamais vus, c'est souvent ça. L'occasion des Continental Classics, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des momentum à des endroits différents de la carte. Et du coup, là, ils peuvent se retrouver et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir ou revoir certains matchs de cette ligue et aussi de la Ligue Bleue avec du coup Okada, Kai Fletcher, Daniel Garcia, Mark Briscoe, Shelton Benjamin et la Bête Mortos. On va commencer par un match de cette ligue-là justement juste après. Franchement, on est trop content pour le Continental Classic. Ça fait toujours plaisir, il y a toujours des très bons matchs. Je me souviens encore de pas mal de choses qui se sont passées la dernière fois. J'ai vu pas mal de gens pronostiquer plutôt Castiglioni aller au bout avec Okada. Et si c'est le cas, ça me ferait énormément plaisir parce que je n'arrête pas de le dire, Castiglioni, il est dans mon top 5 et dans mon cœur. Donc premier combat de la Ligue Bleue, on commence par Shelton Benjamin qui avance avec tout le Hurt Syndicate. Évidemment, ils se mettent sur le ring et MVP va parler un peu parce qu'ils ont eu un combat à Full Gear. Alors pas les 3, il y a eu que Bobby Lashley qui a eu un combat contre Swerve Strickland, un combat qui était assez violent mais pas très disputé. On va dire que Swerve c'est un peu fait rouler dessus. Et c'est ce que va dire MVP. Il vient un peu rappeler que quand même, Bobby Lashley, il arrive, son premier match, il prend l'ancien champion, avant-dernier ancien champion, bref. Et il a fait pass-out dans sa prise qui fonctionne très bien. Quand il secoue comme ça et tout, je trouve que ça fonctionne très bien. On est content de voir le Hurt Syndicate qui fonctionne très très bien. On a un rappel évidemment des cartes, les cartes de visite, ça je trouve ça toujours très très cool. Il a donné des cartes de visite quand il est arrivé, avant que les 2 autres catcheurs arrivent. Et du coup, on sent que toutes les storylines, ça va être les répercussions de ces cartes-là. Swerve Strickland, il a eu une carte, il a refusé. Max Caster, il a eu une carte, il a accepté, et depuis, il commence à petit tourner heel. Il y a aussi la même chose pour Lio Rush. Et du coup, il y a plein de cartes qui ont été distribuées, il y a plein d'histoires qui peuvent se raconter, c'est très très cool. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, MVP, il commence à parler et tout le monde gueule MVP, le public adore MVP et il est en mode « Attendez, c'est pas par rapport à moi, c'est lui qui a gagné, j'ai rien à voir là-dedans. » Il nous fait un rappel important que le Hurt Syndicate est là pour les ceintures. Et il rappelle que l'important, c'est ça. Et c'est pour ça que Shelton Benjamin est dans le Continental Classic et on va voir de quel côté Bobby Lashley va partir. Est-ce qu'on s'en va vers un Bobby Lashley, John Moxley? Je sais pas, ils sont sûrement déjà affrontés, ils étaient à peu près ensemble à la WWE, il me semble. En tout cas, ils sont sûrement déjà affrontés, mais j'en ai pas de souvenir. Alors, si jamais toi t'en as un, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à me donner un peu de culture catchesque. Je suis pas le plus grand expert du catch, je suis un simple catchophile.
En bref, c'était une super promo de MVP pour commencer le show. De toute façon, MVP, il est toujours extrêmement fort au micro. Il est même dans l'une de ses best shapes de sa carrière pour les micros, je trouve. En tout cas, toute la storyline du Heart Syndicate depuis son arrivée fonctionne extrêmement bien. Et je l'ai déjà dit, hein, MVP Nick Fury comme ça, moi je veux que ça dure encore super longtemps. Mais ils sont donc là. Mais donc, Shelton Benjamin est là pour un match contre pas n'importe qui, contre Mark Briscoe. Mark Briscoe, il est adulé, hein, toujours favori de la foule, ça ne change pas. Il y a un mini face-off avec Bobby Lashley qui est assez marrant parce qu'on sait que les deux, en tout cas on pense que les deux vont pas tarder à se retrouver du côté des très gros championnats et de tourner autour des grosses ceintures. Et je pense que ça va arriver, donc ce tout petit face-off va peut-être nous donner quelques grains à moudre pour beaucoup plus tard. C'était un super match, franchement c'était excellent. Les deux feud quand même assez bien, j'ai beaucoup aimé que Briscoe n'hésite pas à oversell les coups de Shelton Benjamin, les super kicks et les suplexes. À un moment t'as Shelton Benjamin qui attrape en suplex, il le jette, il s'élève au sol comme ça avant de retomber. Shelton Benjamin dans la meilleure shape de sa vie. Le moment où il fait le coup de genou sauté pour arriver dans le coin, je trouve que c'est toujours aussi impressionnant. Mark Briscoe, il régale le public, star power évident, quand il lâche ses coups de paume et tous ses coups de redneck kung fu, il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est incroyable, il a ses moves un peu, mais qui fonctionnent avec la foule, qui font toujours plaisir, ça marche bien. Les deux nous montrent quand même pas mal de choses, hein, on n'est pas sur c'est pas des peintres, hein. C'est un combat très disputé, plus technique que ce qu'on aurait imaginé. Après Shelton Benjamin, là ouais, il est en train de nous montrer qu'il a de la technique et tout. C'est impressionnant déjà ce qu'il sait faire à son âge, mais surtout à quel point, genre, il nous remet sur la table, ah oui, j'étais sous-exploité à ce point-là, j'ai ces capacités-là. Je sais qu'il a toujours eu des bons matchs et tout ça, mais là, il nous donne l'occasion de montrer des choses contre des gens très intéressants, et ça nous donne beaucoup de bien pour le Continental Classic. Évidemment, vu que c'est lui que je parle en boucle, c'est lui qui va gagner. Et Mark Briscoe lui a fait un super taf, lui a déroulé le truc, l'a laissé gagner clean, a bien vendu ses trucs. De toute façon, Continental Classic, il n'y aura que des victoires clean. En tout cas, c'est ce qui est promis sur le papier. Un super match, une bonne ouverture, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons toujours dans la continuité de Full Gear, Mercedes Moné qui se ramène sur le ring pour nous rappeler qu'elle a gagné contre Chris Statlander. Bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais par contre, c'était un immense show stealer. Un match qui est ultra recommandé, il était incroyable. J'ai jamais douté des compétences de Mercedes Moné. Déjà, je trouve qu'au micro, c'est l'une des meilleures heels féminines et c'est quand même compliqué d'avoir une storyline qui était en parallèle, qui la continue après la dinguerie pour le titre mondial féminin. Elle y arrive franchement bien. Là, du coup, elle se ramène avec la maison de briques Camille qui n'était pas là à Full Gear. Enfin, elle lui a dit reste sur le côté, tu sers à rien. Elle a toujours le bras dans le plâtre. Alors vous ne comprenez pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est parce que je ne réussissais pas à dire cette phrase. Pour une raison qui m'est totalement inconnue. D'ailleurs, on nous dit que c'était le combat féminin le plus long d'AEW. Alors ça fait 5 ans, j'ai pas vérifié, je sais même pas combien de temps a duré le match, mais si c'est le cas, c'est quand même un peu triste. Voilà, ça montre quand même qu'on leur donne pas beaucoup d'occasions, mais que quand on leur donne, elles font tout ce qu'il faut avec. Du coup, Mercedes Moné se ramène, elle dit c'est comme ça qu'on fait le business, c'est comme ça qu'on s'occupe des choses, moi je m'occupe des choses, pas comme toi Camille, parce que t'es nul, et du coup t'es vie, et elle se fait couper par Camille qui lui dit tais-toi. J'essaye de smooth un peu les angles, hein, mais elle lui dit ta gueule. Elle lui dit de se taire, et elle lui dit qu'elle ne peut pas être virée parce qu'elle démissionne et elle se casse. Mercedes Moné est complètement sous le choc et tout, elle est énervée et tout ça, et c'est la fin de l'angle. Je trouve ça très bizarre. Déjà parce que Camille n'a pas des compétences dans le ring qui sont incroyables. Alors à part si là vous faites une storyline vite fait et qu'après vous la collez en équipe ou avec quelqu'un d'autre, je sais pas comment ça peut marcher. Ils ont fait ça pour moi un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour le règne de Mercedes Moné, c'est un peu trop tôt pour le personnage de Camille, à moins qu'elle soit write-off. Je sais pas trop comment ça va se passer. Surtout qu'il y a des personnages sur lesquels ils ont pris leur temps, voire même trop longtemps. On se souvient, Luchasaurus par exemple, ça prend 1000 ans et c'est toujours pas arrivé. Alors que là, ça se passe aussi vite pour elle, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que l'équipe avait un flow et que la seule mauvaise chose qu'il y avait dans cette association de malfaiteurs, hein, la seule mauvaise chose qu'il y a eu, c'est le match solo de Camille. Pardon, le match solo un peu long de Camille. Ensuite, on a un clip sur le pré-show où le TikToker Big Boom a battu QT Marshall. Alors le match, je vous l'avoue que je l'ai pas encore vu, mais je l'ai mis dans ma playlist à regarder plus tard. Je vais regarder ça. Des retours que j'en ai eu, c'était franchement pas si mal. Et puis de toute façon, on sait que QT est très bon, donc si QT s'est donné pour vendre, c'est ce qu'on m'a dit, bon bah ça doit être un très bon match. Ah oui, par contre, j'ai vu la spire du gamin.
J'ai été impressionné, j'ai trouvé, bon, évidemment c'est QT qui fait le plus gros travail dedans, mais elle était franchement pas si dégueulasse. Pour juste un gosse et tout, franchement il s'est bien débrouillé. On sent que son père lui a montré. Du coup c'était un peu mignon. Ensuite nous avons pour le championnat Ring of Honor, parce que oui, le championnat Ring of Honor est défendu ici, après tout c'est Tony Khan qui a tout acheté, donc bon il fait bien ce qu'il veut. Mais qui c'est le champion Ring of Honor? Eh bah oui, c'est Chris Jericho. Chris Jericho et tout le Learning Tree évidemment qui se ramène avec lui. Avec une plante aussi. Est-ce que c'est par rapport au Learning Tree? Est-ce que j'ai raté un épisode? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Je sais pas. Est-ce que Léon est dans l'équipe? Bref, ils s'en vont, ils ont une plante, ils vont se mettre sur le côté et il vient affronter Tomohiro Ishii. J'adore Tomohiro Ishii. C'est vrai qu'à EW, il n'est pas beaucoup exploité, il perd beaucoup. Il y a 2-3 fois où j'ai eu un espoir de remontée de momentum, mais ça n'a jamais vraiment pris. Et tout ce que je veux voir aujourd'hui, c'est un retour de Ishii Castiglioni. Le problème, c'est qu'il est dans le Continental Classic, donc on n'aura pas ce banger de nouveau là tout de suite. Si vous avez l'occasion de voir ce match, regardez-le. Il a été foutu comme ça, je crois que c'était en weekly, même à un collision un peu sans raison. Le match était un peu court, mais franchement une dinguerie. Le match est plutôt intéressant. Le début m'a un peu déplu parce qu'il avait déjà fait ça, je sais plus contre quel catcheur. Il me semble que c'était un autre catcheur assez légendaire. Et c'était pour le même championnat, j'ai perdu qui c'est, mais avec un autre catcheur, ils ont déjà fait ce match de Slugfest où en gros c'est Atemi. Ça avait été très long et j'avais peur qu'ils refassent la même chose parce qu'une fois c'est intéressant, c'est surprenant et on s'y attend pas, 2 fois contre 2 catcheurs différents, c'est un peu, voilà, un peu chiant, on va le dire. Non, mais on va le dire. La différence c'est que là, avec Tomohiro Ishii, il y a 2-3 moments qui sont assez marrants où toute l'histoire c'est que les deux font les mêmes coups au même moment. Et lariat, big boot en même temps, et tous, la plupart du temps, c'est des coups un peu au même moment, les Atemi, des coups au même moment, un peu tout le temps, jusqu'à ce que les deux finissent par saigner. Jericho prend un peu l'ascendant avec des coups qui sont des low blows, des coups sur le tablier du ring, des trucs un peu low blow, un peu de ruse, et c'est à peu près la seule chose qui fait mieux que Tomohiro Ishii, qui est vendu plus ou moins l'égal de lui en termes de puissance de frappe, ce qui est un peu bête parce que dans la construction, Ishii est censé être beaucoup plus fort que lui en termes d'Atemi. Il l'est au début, mais très très vite ça s'équilibre et je trouve ça un peu dommage. J'adore toujours d'ailleurs le selling de Tomohiro Ishii quand il est sur le tablier ou quand il prend une grosse prise et il tombe comme une armoire. Vraiment, il fait plus rien, on dirait genre quand tu jettes un Action Man et qu'il tombe. Vraiment, il bloque comme ça, il fait poum poum, il tombe comme une armoire, je trouve ça toujours très drôle. Au bout d'un moment, ça finit par convaincre le public. À force de les voir se taper dessus et d'avoir un match qui est très dur, ça commence à engager le public. Le problème, c'est qu'à la fin, du coup, il y a Tomohiro Ishii qui commence à avoir le gros avantage en termes physiques, et j'ai l'impression d'avoir vu cette construction de match chez Tomohiro Ishii des tas et des tas de fois. Quand tu commences à le voir dominer en fin de match, tu te dis, allez, c'est le moment où il va perdre. C'est forcément le moment où il va perdre. C'est toujours comme ça, il finit par bien dominer, et il se prend un gros coup, ou une roll-up, ou quelque chose, et c'est la fin pour lui, c'est tout le temps comme ça. Et là, en fait, ça va pas y couper, quoi. Ça va pas y couper. Comme à chaque fois, voilà, Tomohiro domine et finit par perdre. C'est dommage. Au moins, ça veut dire qu'on va avoir Tomohiro Ishii que pour AEW et pas à la ROH. Et peut-être un peu plus de Chris Jericho à la ROH. Voilà. Sinon, en vrai, il était plus sympa que ce à quoi je m'attendais. J'avoue, j'ai été mauvaise langue au début. Ensuite, nous avons Swerve Strickland qui est là pour nous parler de sa défaite contre Bobby Lashley. Il dit qu'effectivement, il n'a jamais été frappé aussi dur que l'a été Bobby Lashley avec lui. Il n'a jamais eu aussi mal et effectivement, il a perdu. C'est une défaite qu'il doit prendre en compte, il doit se reconstruire. En gros, c'est ce qu'il dit. T'as Max Caster qui passe derrière, qui se moque un peu. Ça énerve Swerve Strickland, il lui demande pourquoi il rigole. Et t'as Max qui lui dit que le downgrade de Swerve depuis qu'il est plus champion est quand même assez incroyable. Bon, ce qui n'est pas vraiment vrai, il a toujours son aura de champion, mais bref. Ça énerve Swerve Strickland, ils finissent par se battre. Max Caster se fait déglinguer. Vraiment, il se fait défoncer. Donc on s'attend à ce que Max Caster et Swerve aient un match et que ça amène à l'intervention du Hurt Syndicate et que ça amène à l'arrivée de Max Caster et du coup la distension avec Anthony Bowens. Enfin, tous les rouages sont quand même bien en place, ça fonctionne bien. Il y a eu les grosses distensions, ensuite le rapprochement contre l'ennemi du Hurt Syndicate. Tout se met en place de manière assez sympathique. Et Swerve Strickland, en tout cas à la fin de cet angle, ressort grandi, contrairement au match contre Bobby. C'est marrant de ne pas dire la chine, je dis Bobby. Un dernier petit parallèle avec un de ses ennemis jurés à Swerve Strickland, Adam Page,
qui a lui aussi perdu à Full Gear et qui passe juste après l'angle de Swerve. Lui a perdu contre Jay White, ça fait 2 victoires de suite pour Jay White face à lui, ce qui est quelque chose d'assez couillu, mais on est très content parce qu'on adore Jay White, et on sait que bon, Adam Page, il pourra très bien se reconstruire sans problème. Il fronce les sourcils, il est pas content, il a une moustache et il est déjà reconstruit. Il est accueilli par Tony Chamonix pour parler de ce qu'il a fait à Full Gear. Non seulement à la fin de son match, il a tapé Christopher, mais à la fin du main event, il a aidé Christian. C'est moi qui l'ai écrit ça. Ce qu'il dit, c'est qu'il a aidé Christian parce qu'il y avait un contrat pour que ce soit lui le champion pour pouvoir affronter Page. Enfin, on se doute que c'est à peu près ça. Sauf que le contrat n'a pas été encaissé. Du coup, il n'est pas content parce que Christian n'a pas honoré sa part du contrat. Donc on s'imagine qu'il va peut-être y avoir une petite feud heel contre heel. En tout cas, ça semble se diriger par là. Mais il explique aussi que le championnat est pour lui, que c'est lui le champion. Il explique que le championnat est pour lui, que c'est lui le champion, que c'est lui qui doit être champion, que c'est sa ceinture, ça n'aurait jamais dû être Swerve. Il dit même que ça n'aurait pas dû être Bryan Danielson. Enfin, il dit que ça ne doit pas être Moxley. Il dit que c'est censé être lui. Évidemment, par qui il est coupé ? Par Jay White, parce que Jay White il l'a battu 2 fois. Si le gars est censé être aspirant, si un des 2 gars doit être aspirant, c'est lui. Et ça paraît logique à tout le monde, et ça lui paraît logique pour lui aussi. Du coup, il le dit. Mais du coup, vu que ça arrête pas de parler du championnat, par qui est-ce qu'ils vont être coupés ? Par les Death Riders, en l'occurrence par Pac et Utah qui les attaquent directement. Ça commence à se battre sur le ring. On pense qu'il y a une association qui va se faire entre Jay White et Page, étant donné qu'ils arrivent à les repousser tous les deux, qui se retrouvent sur le ring. Sauf que Page il attend pas une seconde, il lui fonce dessus, il lui met directement une lariat, il me semble, pour le coucher et pour être le dernier debout. Le problème c'est qu'il reste toujours des Death Riders quelque part. Et du coup il se prend un coup de mallette par Marina Shafir. Marina Shafir ensuite elle veut s'attaquer à Jay White et Jay White évidemment c'est Jay White, du coup il l'attrape directement dans son finisher en contre qui sort de nulle part. Mais du coup, qui d'autre sort de nulle part ? Le dernier des Death Riders, enfin l'avant-dernier, mais il y en a un qui a un match donc il sera pas là, Jon Moxley, qui lui met un grand coup dans le dos. Ils attaquent Jay White, ils se mettent tous sur Jay White, ils lui mettent des coups de pied, ça l'étrangle, ça place des gros coups, enfin vraiment c'est pas joli à voir. Il se fait littéralement bully une fois de plus, les Death Riders, c'est des bullies. C'est vraiment là, comme ça qu'est construite l'histoire, c'est pas moi qui l'invente. Il se fait bully par les Death Riders qui s'en vont ensuite sur leur musique et il reste que les 2 personnes qui étaient en feud qui sont par terre. Est-ce qu'ils vont devoir s'associer alors qu'ils se détestent ? Est-ce qu'on repart sur quelque chose comme ça ? Est-ce qu'au contraire ça va plutôt être du three-way ? On sait pas trop où est-ce qu'on se dirige, mais c'est qu'avec des têtes intéressantes, donc on a hâte de voir où ça va. Mais comme je l'ai dit, les Death Riders, il en manquait un. Et c'est à lui de rentrer sur le ring, puisque c'est lui qui a un match. On est dans le Continental Classic, un Claudio Castelloni contre Ricochet. On voit qu'il rentre, on a un teaser pour World's End avec les Death Riders qui roulent dans le désert, fin du teaser. Et on voit que Castelloni qui monte dans le ring. Donc soit il a marché très très lentement, soit quelqu'un fait du montage. J'avais dit à la dernière émission que Claudio peut faire à la fois le big man, à la fois suivre les moves pour pouvoir permettre les gens agiles de faire leurs choses, et c'est encore une fois ce qui se passe avec Ricochet. Surtout que Ricochet, il est incroyablement fort pour à la fois ses techniques et évidemment pour l'oversell qui va faire à plusieurs moments. En plus, ça se prête très bien aux actions de Castelloni, qui est très impressionnant dans ce qu'il fait, qui prend son temps pour mettre des gros coups. Le match va être absolument fou, ça va être rapide, ça va s'enchaîner, ça va aller très bien, mais Castelloni, à partir du moment où il va commencer à réellement avoir le dessus, on sait que c'est plus ou moins terminé. Ricochet fait des jolis retours. À partir du moment où il n'arrive pas à placer son finisher, on se dit que ça va se terminer comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup aimé la fin parce qu'elle est très classique. Ce qui se passe, c'est que Claudio éclate Ricochet sur les barrières. Il remonte, il atteint le compte de Nice. Évidemment, à 9, c'est Ricochet qui remonte. Sauf que vu qu'il remonte, il est encore groggy. Il se fait enchaîner par Claudio. Et ensuite, fin du match, Claudio a gagné. Je vais pas me plaindre d'une victoire de Claudio, j'adore Claudio, je trouve juste que c'est une fin qu'on a déjà vue un peu trop souvent ces derniers temps. C'est un peu dommage. À part ça, c'était un match très bien, un poil court, mais bon, j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. On va sûrement revoir ces deux-là se recroiser, donc bon, de toute façon, Continental Classic, j'ai du mal à y voir un mauvais match avec toutes les gens qu'il y a, notamment Claudio. C'était un match à la Claudio. Super. Ensuite, on a un angle backstage où Don Callis parle de la victoire de son poulain Kyle Fletcher contre son ancien poulain Will Ospreay. C'était une victoire clean.
il a gagné contre Will Ospreay réellement dans un super match. Donc il parle de ça, il parle de l'arrivée évidemment de Fletcher dans le Continental Classic, il dit qu'ils vont gagner et c'est plus ou moins la fin de l'angle. Nous avons donc Adam Cole ensuite qui se ramène sur le ring, toujours pour nous parler de Full Gear évidemment, puisque Roderick Strong a perdu contre MJF. Et on sait que Adam Cole, il est un peu dans une guérilla contre MJF. Une guérilla qui a amené des heel turns, des face turns, qui n'étaient pas très organiques, que tout le monde n'a pas très bien compris, mais qui aujourd'hui sont justifiés par le fait qu'en fait Adam Cole c'est un bon gars qui est complètement obnubilé par MJF de manière genre heelesque. Il a genre cette racine de heel en lui qui le fait détester MJF et que tout le monde trouve un peu bizarre à propos de lui en fait. Il n'y a pas que le public, il y a même les catcheurs qui sont en mode c'est un poil trop. Et justement, il est là pour dire qu'il va venger Roderick Strong, qui va se battre contre MJF, et Kyle O'Reilly qui lui a dit si vous continuez quelqu'un va être blessé. Et justement, Roderick Strong est blessé, t'as compris. Se ramène sur le ring, on pense qu'il est là pour lui dire il faut arrêter, stop, plus de feud contre MJF, mais il dit à l'inverse que lui aussi il veut se battre contre MJF et que lui aussi il veut venger Roderick Strong. Est-ce que ça a beaucoup de rapport avec ce qu'il disait avant ? Je sais pas. En tout cas, il a l'air d'avoir changé d'avis par colère contre MJF. C'est à peu près tout ce qu'on a l'air de comprendre. Ils se font tous les deux couper, alors ça commence à chauffer un peu entre les deux par MJF qui dit qu'il va remettre sa bague en jeu dans une sorte de Royal Rumble. C'est toujours MJF qui l'a gagné et du coup là, il recommence cette Royal Rumble. Et du coup, Kyle Fletcher et Adam Cole sont les deux premiers participants à cette Battle Royale. Ensuite, il y a une idée que j'ai trouvée super, il me semble qu'elle vient de Stardom. En gros, il y a deux matchs féminins du coup à ROH, à AEW, à CMLL et à Stardom, la branche féminine de GPW, si je suis pas trop débile. Et du coup, il va y avoir un final qui va se passer au Japon à Stardom, un Fatal 4-Way j'imagine, entre les différentes personnes victorieuses. Et du coup, de notre côté, du côté AEW, qui est-ce qu'on a pour ce premier match ? Deux personnes que j'adore. J'avais pas du mal à me départager sur qui va gagner, c'est assez sûr de qui va gagner, mais j'avais du mal à départager qui est-ce que je voulais voir gagner. Parce que les deux auraient une certaine pertinence à y aller. On a d'un côté Jimmy Hayter, qui a la pertinence d'être une ancienne championne, d'avoir un bon momentum, de gagner à peu près tous ses matchs, il me semble pas qu'elle ait de grosses défaites récemment, qui a évidemment un star power excellent, qui est très forte sur le ring, qui a une grosse notion d'impact sur ses grosses prises. C'est un truc que j'aime beaucoup chez elle, c'est que ces très grosses prises, elle les fait bien, elle les vend bien, et du coup c'est des très gros impacts. Et en face d'elle, on a Queen Aminata. Queen Aminata, qui est pour moi genre ma révélation féminine de l'année, que je connaissais pas du tout avant cette année et que j'ai adoré. Au début, je la trouvais un peu floppy, mais elle testait beaucoup de choses et elle avait une certaine capacité à apporter le public avec elle, à emmener le public avec elle. Aujourd'hui, elle est incroyable. Tout ce qu'elle fait sur le ring, je trouve ça super. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à se révéler. Je pense qu'elle a beaucoup catché à ROH, il me semble, cette année. Elle a fait beaucoup de choses. On l'a vu intervenir de temps en temps dans les rings, faire des choses de mieux en mieux. Et aujourd'hui, le public est avec elle et je pense qu'on cherche tous à avoir un push futur pour Queen Aminata. Et je me disais, c'est peut-être l'occasion, mais est-ce qu'ils vont envoyer quelqu'un de assez peu expérimenté au Japon pour faire ce combat? Je ne suis pas sûr. Évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est un super match. Réellement, elles ont vu Mercedes Moné Statlander, elles ont dit waouh, c'est incroyable, et elles ont décidé de faire la même chose, de faire quelque chose d'incroyable, chose killer, un des meilleurs matchs de la journée, avec pourtant des matchs incroyables, une fois de plus. De toute façon, les deux sur le ring font partie des meilleurs de AEW, ça c'est sûr. Elles sont super, j'ai adoré, j'y ai même cru à un moment à une victoire de Queen Aminata. On va retenir dans ce match que la puissance explosive de Jimmy Hayter fonctionne toujours aussi bien, que le public était bien partagé aussi. Je trouve qu'il y avait des réactions qui étaient proportionnées entre l'une et l'autre, donc même eux ils étaient pas sûrs de voir qui gagnait. Après c'est sûr, mais il me semble que c'est quand même un face contre face, et ce sera une victoire de Jimmy Hayter. Assez logique avec son momentum, elle est en train d'engranger des victoires, on pense qu'elle va se rapprocher de la title picture d'ici pas très longtemps, donc bon, elle pouvait pas perdre contre Aminata qui est une star encore montante. Et après évidemment toutes les lumières s'éteignent car une autre ancienne championne semble en avoir aussi après Jimmy Hayter. La title picture c'est pas pour tout de suite, va d'abord falloir qu'elle se débarrasse de la sorcière de la Maison Noire. Ici il y a juste un spot sur elle, un spot devant la rampe, une fois que tout s'est rallumé, enfin il y a que ça qui se rallume. Et personne ne vient, il y a juste une musique, donc ça commence des petits jeux d'esprit entre les deux, c'est intéressant. Ensuite, nous avons Mina Shirakawa qui revient encore une fois sur Full Gear. C'est la dernière fois, je vous le jure, qu'on revient sur Full Gear. Mina Shirakawa vient nous parler du fait qu'elle a été trahie par Maria May. Et elle dit qu'elle n'est pas surprise, elle est juste déçue.
Elle s'attendait à ce qu'il y ait une trahison, elle espérait qu'il n'y en ait pas, il y en a une, et bah dans ce cas-là, vous savez quoi, elle pense que c'est la vraie Maria Mekel en face d'elle, et elle va devenir la vraie Mina, et elle va lui botter les fesses dans pas très longtemps, il me semble, à Dynamite. Dans 15 jours à peu près. Vu à quel point les deux se connaissent, j'ai hâte de voir ce match. On arrive vers le main event qui est toujours une partie du Continental Classic et là on a un match avec une construction que j'ai adorée. Disons que tu peux pas faire une construction pour un tournoi. Le tournoi il a été annoncé, genre il commence aujourd'hui, donc évidemment il n'y a pas une grosse construction sur la participation de ces deux personnes au tournoi. Par contre, il y a une construction entre ces deux personnes qui se connaissent très bien. J'ai déjà parlé de leur dernier affrontement. On ne fait pas de suspense, hein, c'est Darby Allin contre Brody King. Leur dernier affrontement, Darby Allin l'avait gagné. Les deux avaient eu une petite feud où en gros, Brody King voulait le battre parce que Darby était en mode je veux me reconstruire, je suis prêt à battre n'importe qui. Il a vu Brody King et il a dit qu'il voulait un peu se créer à ses dépens alors que c'est lui qui l'a ramené à EW. Au final, Brody King a perdu et à la fin, ils se sont serrés la main. Et on voyait que le respect était réapparu entre les deux. Là, va y avoir un match où Darby Allin à Full Gear, j'avais menti, c'était pas la dernière fois que j'en parlais. À Full Gear, il a foncé sur la voiture des Death Riders, donc il a des bandages sur la tête, des bandages autour du ventre, des bandages sur les jambes. Vraiment, c'est un éclopé. Et en face, t'as Brody King, du coup, qui lui serre la main en début de match, j'ai beaucoup aimé, rappelle tout ça. Et ensuite, il regarde l'arbitre, il regarde le gars, il regarde l'arbitre, il lui dit là, on va faire un match là. Là, pour toi, il est apte à catcher, pour toi, il n'y a pas de problème. Et plusieurs fois dans le match, ça j'ai beaucoup aimé, il va faire des immenses coups, il va l'étaler complètement, il va se tourner vers le gars, il lui dit arrête le combat. Et ça va se passer plusieurs fois, et Darby Allin va vraiment ultra bien vendre, même quand lui fait ses techniques. On sait que les techniques de Darby Allin, il contre son manque de poids, contre des techniques qui lui font mal à lui aussi. Et là, va y avoir ça de plus en plus, et à chaque fois, même quand il va faire ses propres coffin slash, coffin drop et tout, il va retomber, il va éclater Brody King, après il va vendre plus que lui. C'était pas possible qu'il gagne ce match, donc il va évidemment le perdre, ce qui fait 2-1, il me semble, dans leur combat tous ensemble, parce que Darby Allin l'avait déjà battu. Très bon match, comme on pouvait se l'attendre entre les deux. C'est pas du tout une répétition d'un match, parce que vraiment là, tout le focus était mis sur est-ce que Darby Allin va ne serait-ce que pouvoir aller jusqu'à la fin du match, et Brody King qui ne veut pas le blesser, qui ne veut pas aller trop loin, et qui se retient. À la fin du match, Darby Allin, il est quand même lavé, il est par terre, il peut plus bouger. Et qui est-ce qui se rapproche du ring ? Claudio. Victoire de Brody King, je sais pas si je vous l'ai dit. Claudio se rapproche du ring avec une chaise en mode la hyène vraiment qui se rapproche du cadavre et tout. Et Brody King qui était en train de partir, il se retourne et il se place devant et il reste sur le ring, il regarde Claudio jusqu'à ce qu'il s'en aille pour protéger Darby Allin. Parce que les deux se sont battus, affrontés, il y en a un qui a vaincu une fois, l'autre qui a vaincu une fois, et la nouvelle Maison Noire, la Maison Noire Face plus ou moins, c'est genre l'honneur du combat. Et il lui a serré la main, il a accepté l'honneur du combat, et donc là, ils sont frères d'armes. Je trouve ça génial, je trouve que la Maison Noire commence à vraiment avoir une philosophie qui s'installe bien, où on comprend bien quels sont les objectifs de chacun. Là, il y a un flou volontaire entre heel et face, parce qu'en fait, c'est des combattants, et c'est vraiment ça qui est vendu tout le temps, comme à Full Gear, dernière mention, l'intro de Full Gear, où Brody King et Malakai Black étaient le plus gros danger du match. Dans le pré-show, c'est Buddy Matthews qui a gagné le 4-way. Réellement, il commence à être vendu très très fort. En plus, il y a ce premier face-off entre deux membres de trio, dont l'un qui est champion. Est-ce qu'on se rapproche vers un combat trio pour la ceinture? Est-ce qu'on se rapproche d'un renouveau de ce règne que j'ai adoré des championnats trio? On peut l'espérer. C'était en tout cas un super Dynamite. Un Dynamite qui nous construit le Continental Classic. C'est un tournoi, j'adore les tournois, ça fonctionne toujours très bien. Et celui-là, j'avais adoré celui de l'année dernière. Enfin, tu peux pas dire que tous ceux que tu voulais voir dedans y sont, parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas un tournoi de 40 catcheurs. Donc il peut pas y avoir tous les catcheurs qu'on veut y voir dedans. Mais par contre, toutes les stars qui sont là, toutes les thèses qu'on a ici, on sait qu'il va y avoir des matchs incroyables. Et là, tout le but de ce Dynamite-là, c'était de conclure Full Gear comme il faut et d'attaquer du coup ces constructions-là. On a hâte de voir vers où ça va aller. Il va y avoir d'autres matchs à collision. Je vous en parlerai dans l'intro de la semaine prochaine. Et je crois que j'ai tout dit. N'hésite pas à me donner un peu ton match préféré d'aujourd'hui parce qu'il y a eu tellement de bons matchs. Moi, je suis pas sûr. Toi, n'hésite pas à me donner ton classement, à me dire ce que tu en penses. Et puis passe une bonne semaine, évidemment.